Rebonjour et re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Cette semaine, le takeover de mon podcast par les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal se poursuit. L'idée est de vous faire découvrir cet événement qui met en vedette les meilleurs cyclistes du monde. Et ce, lors des seules courses UCI World Tour en Amérique. Soyez présents à Québec le 13 septembre et Montréal le 15 septembre prochain. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Joseph Limard, le directeur général des Grands Prix cyclistes. Lors de notre discussion, il nous dévoilera tous les secrets de l'organisation des courses World Tour et des Grands Prix. On parle de logistique, de la sélection des équipes, de la sécurité et bien plus. Bref, trêve d'introduction, allons parler à Joseph. Merci beaucoup de te joindre à moi aujourd'hui, Joseph. Salut Jean-Philippe, ça fait plaisir de te retrouver et de retrouver toute la communauté de Sur deux roues. Merci. Écoute, ça faisait longtemps que je voulais t'avoir sur le podcast. Depuis le lancement que j'essaie de t'avoir, puis j'ai enfin réussi à te mettre la main dessus. Qui est le plus occupé des deux? Probablement toi. Je suis pas si occupé que ça ces temps-ci, mais je suis vraiment content de t'avoir parce que parmi les podcasts qui fonctionnent le mieux, c'est souvent ceux qui racontent les secrets les mieux gardés. Puis aujourd'hui, on va dévoiler les secrets les mieux gardés des Grands Prix cyclistes. Ce que fait Netflix avec le Tour de France. Tu veux partir quelque chose ici? Ouais, ben un jour peut-être la série Grands Prix cyclistes. Peut-être qu'on peut commencer par décrire, tu sais, c'est quoi les Grands Prix cyclistes, puis dans le fond, la ligue dans laquelle vous jouez, parce qu'il y a beaucoup de cyclosportifs qui suivent sur deux roues, puis c'est pas tout le monde qui connaît nécessairement le cyclisme professionnel. Bon, ben écoute, les Grands Prix cyclistes, deux épreuves qui font partie du circuit World Tour de l'UCI. L'UCI étant l'Union cycliste internationale, la fédération internationale de cyclisme qui est propriétaire qui est propriétaire du championnat, un peu la Coupe du Monde, du championnat qui s'appelle World Tour, qui est en 2010, la première année des Grands Prix, s'appelait le Pro Tour, mais a changé de nom. Et aujourd'hui, donc depuis 14 ans maintenant, on parle du World Tour. Ça réunit 18 équipes professionnelles qu'on appelle des World Teams. Ces 18 équipes-là doivent participer obligatoirement à toutes les épreuves World Tour. Il y en a 37 épreuves au calendrier, dont évidemment la plus illustre, le Tour de France, les 3 grands tours, toutes les grandes courses que l'on voit qui sont diffusées un peu partout à la télé ou sur le web. Donc, on a cette chance de faire partie du circuit World Tour depuis 2010, donc 13e édition qui s'en vient dans quelques semaines. Alors, déjà, c'est un exploit parce que d'avoir, de la part de Serge Arsenault, hein, ce qui est allé chercher ses licences en 2008 à l'UCI, d'aller chercher 2 licences World Tour, alors que le pays n'avait pas de course sanctionnée à niveau international à l'époque. De réussir à unir Québec et Montréal, les deux villes, dans un projet commun qui dure depuis 13 ans maintenant, qui apporte des retombées pour la province, mais on en parlera tout à l'heure, c'est extraordinaire. Donc, d'avoir réussi ce défi de ramener 2 licences et de livrer ce qu'on livre depuis maintenant, donc depuis 15 ans, mais 13 éditions, parce que la pandémie nous a fait un peu mal. C'est vraiment un super projet. On a donc ces 18 équipes professionnelles qui sont là. Et ça fait aussi d'avoir ces 2 épreuves en 3 jours, vendredi et dimanche. Donc, il y a des points. Chaque course, il y a des points. Le Tour de France qui s'est terminé il y a quelques jours. Donc, le vainqueur du Tour de France remporte, ça c'est juste pour hiérarchiser un peu, le vainqueur du Tour de France remporte 1300 points pour le classement World Tour, et le classement permet aux équipes de rester en World Tour ou descendre en deuxième catégorie. Donc, c'est très important. Les points sont très importants pour les coureurs parce que eux se monnaient avec ces points-là, mais pour les équipes, pour justifier leur position ou leur situation en équipe professionnelle de première division ou deuxième division. Okay. Donc, vainqueur du Tour de France, 1300 points. Tu viens à Québec et à Montréal, 500 points chaque épreuve, c'est 1000 points. En deux jours de course, 1000 points. 22 jours de course, 1300 points. Alors, le ratio est super important. Donc, les 2 courses sont super importantes pour les coureurs. En fin de saison, il y a toujours l'enjeu
de « Ah, il nous manque un peu de points, ah, il nous en faut un peu plus pour justifier notre position ». Donc, il y a ça. Après, il y a le calendrier d'être début mi-septembre. Cette année, bon, on est 13-15 septembre. On n'est jamais après le 15 septembre parce qu'on est cette année, c'est vraiment le plus tard qu'on est et chaque année, on descend d'une journée. L'année prochaine, ce sera 12, 14, 11, 13. C'est le calendrier qui fait ça. Puis, aux 5 ans, bang, on remonte et on retourne le 13 et le 15 septembre. Et en fait, on a une place très privilégiée dans le calendrier. Une semaine avant le début des championnats du monde chaque année, parce que les championnats du monde de cyclisme ont lieu chaque année. Et après le Tour de France, c'est l'événement le plus important pour les coureurs. Le champion du monde, on le reconnaît, hein, il a un maillot arc-en-ciel et il le porte toute l'année. Alors que le vainqueur du Tour de France, depuis la fin du Tour de France, son maillot, il est rangé à la maison et, et il y aura un nouveau maillot en juillet prochain. Donc voilà, le Tour de France au mois de juillet, les championnats du monde fin septembre. Nous, on est une semaine avant. Généralement, les championnats du monde sont des épreuves qui sont sur circuit ou au moins 50% sur circuit. Nous, on a 2 épreuves sur circuit une semaine avant. C'est idéal pour venir se préparer à ces épreuves-là. Donc, super place dans le calendrier, événement qui est sanctionné au plus haut du cyclisme mondial. Donc, les meilleurs coureurs qui sont là. Alors, les meilleurs, on n'a pas les leaders des 24 équipes du Tour de France qui sont là, parce que le Tour de France, on sait que c'est des profils de coureurs de plus en plus orientés vers la montagne. Puis avec l'annonce qui a été faite ou les discussions du Tour de France en disant on va aller vers des épreuves qui sont de moins en moins taillées pour les sprinteurs. Alors, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais ça, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure si on discute un peu de sécurité en course. Donc voilà, donc on n'a pas les leaders de toutes les équipes du Tour de France, mais on croise les doigts pour avoir 2 voire 3 porteurs de maillot du Tour de France. Je te laisse penser à qui ça pourrait être. Et au moins 4 vainqueurs d'étape de cette année. Ouais. Voilà. Pour le plateau de cette année. Donc, tu sais, ça permet un peu, effectivement, à ceux qui n'ont pas trop l'habitude, voilà, c'est les coureurs du Tour de France et c'est les champions du Tour de France. C'est des gars qui gagnent sur le Tour de France, qui sont à Québec et à Montréal depuis 2010, tous les ans. Ouais, ben, parfait. Tu as volé toutes mes cues que j'allais. Quand je voulais arriver puis dire ah ouais, fait en résumé, pour sûr, tu as tout fait. Fait que bon, ben parfait. C'est fantastique. Je pourrais te laisser faire le podcast tout seul. Mais OK, parfait. Ben, dans le fond, là, on a compris, c'est comme l'événement. De un, il est bien placé dans le calendrier. De deux, on a bien compris que c'est les meilleurs au monde. On voit même en arrière de toi, par-dessus ton épaule gauche, pour ceux qui regardent en vidéo, le maillot du présent gagnant du Tour de France. C'est vrai c'est vrai. Ouais, oui, c'est vrai. Mais alors, c'est le maillot de Tadej Pogacar qui a gagné en 2022. Chaque année, depuis 3 ans, on récupère le maillot du vainqueur Québec-Montréal qu'on met sous verre et qu'on amène finalement, qu'on amène chaque année. Mais donc là, c'est celui de Tadej de 2022. C'est aussi un UAE, c'est Yates qui a gagné l'année dernière aussi à Montréal. Le maillot est prêt, il n'a juste pas signé avant de prendre l'avion l'année dernière, donc on lui court après pour avoir la signature. Et puis, celui de Cosnefroy, par exemple, qui a gagné en 2022, il est à la maison parce que Benoît est normand et je suis normand. Donc, lui, je me suis permis de le garder à la maison, mais ils seront à Québec et à Montréal dans l'hôtel des coureurs, ces maillots-là. Donc, on peut les voir, on les sort, on ne les laisse pas enfermer. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que les équipes jouent le jeu. Chaque année, on demande à chaque équipe de nous fournir un chandail signé par l'ensemble des coureurs qui viennent au Québec. Et ces chandails-là, on les offre à la FQSC qui les vend aux enchères et qui finance le programme de développement pour les jeunes. Tu sais qu'on est partenaire de la Coupe du Québec, Espoir et notamment Espoir depuis 6 ans, je crois, ou 7 ans maintenant. Puis même maintenant, la Coupe du Québec Élite. Et donc voilà, on fait ce cadeau à la fédération pour leur donner des moyens d'aller recruter, d'aller chercher, d'aller engager les jeunes cyclistes pour se joindre au programme de la route.
Non, c'est très généreux de votre part. L'année passée, je m'étais un peu pris dans l'encan, justement. Là. Je m'étais un peu emporté pour, je me rappelle plus, je pense que c'est le maillot de l'AG2R. Euh, OK, fait que là, dans le fond, c'est un gros événement international. Ça ressemble à quoi comme retombée pour Montréal puis Québec? D'un point de vue Bah, médiatique, mettons. ouais, alors c'est pas mal, c'est pas mal des grandes retombées, hein. Tu sais qu'on a, bon, dire au niveau accréditation média, ça donne une idée. Mhm. On a 100 médias qui sont accrédités chaque année pour Québec et pour Montréal. Donc, tu as des médias audio, les radios, tu as, tout ce qui est presse écrite, puis après, tu as, tout ce qui est diffusion et local. Donc, on est diffusé dans 120 pays. Donc, tu as 5 heures de course, puisqu'on fait partie, on a été précurseur. Nous, depuis 2010, on diffuse l'intégralité de la course. Le Tour de France n'est pas diffusé en intégralité depuis 2010. Nous, on l'a fait depuis le début, depuis la première édition. On a les caméras qui sont on au départ et qui ne coupent pas, alors que il y a 14 ans, toutes les courses ne faisaient pas ça. Et là, aujourd'hui, par contre, tout le monde le fait. Donc, est-ce qu'on a été précurseur ou est-ce qu'on a montré? Probablement parce que on est vraiment regardé de ce que l'on fait depuis 14 ans. On est regardé depuis l'Europe, que ce soit l'UCI, qui nous prend souvent comme organisation exemplaire. Alors, c'est sûr que, puis je reviendrai un peu si on rentre un peu dans les détails sur comment fonctionne l'organisation et la logistique, parce que c'est vrai que c'est un beau casse-tête, mais qu'on arrive à faire. Mais donc voilà, hein, on est diffusé intégralement. Donc, tu as 5 heures, un peu plus de 5 heures de visibilité. Et on n'est pas dans un stade, on n'est pas dans une arena, on est Mhm. dehors. Donc, et le vélo est capté avec des motos et avec des hélicos. Donc, c'est des images, finalement, tu sais, les images du Tour de France ou quoi, on a les mêmes. La couverture de la ville de Québec, la couverture de la ville de Montréal, elle est énorme et les retombées sont énormes. C'est difficilement mesurable. Mais on sait que, par exemple, si la ville de Québec ou la ville de Montréal voulait avoir cette visibilité dans 120 pays, ça leur coûterait je ne sais pas, peut-être 5 fois, entre 5 et 10 fois plus cher pour avoir cette même couverture. Donc, des retombées médias qui sont vraiment importantes et belles. Puis, tu sais, à cette époque, à ce moment-là de l'année, on a eu 2 fois, depuis 2010, 2 fois de la pluie. 2015 à Montréal et l'année dernière à Montréal. Sinon, on a toujours eu du beau temps. Et les commentaires des gens en Europe, tu sais, on a souvent des commentaires en Europe, c'est assez flagrant. Mais mon Dieu, il n'y a que des arbres. Il n'y a que des arbres à Montréal, il n'y a que des arbres à Québec. Et les images d'hélico, c'est vrai. Nous, on n'y fait pas attention. Mais les Européens nous disent, à chaque fois qu'on voit une image hélico de Québec ou Montréal, donc on voit les villes. Les villes sont vues. Tu sais, Ouais. puis c'est aussi nous qui produisons le signal télé. Donc c'est nous qui signons, c'est nous qui affectons les caméras. C'est nous qui, tu sais, par exemple, la veille de chaque Grand Prix, l'hélico, il vole, il va tourner, il va faire des images. Donc, tout ce qui est, tu sais, ça va des chutes de Montmorency à Québec, le stade olympique, le parc Jean-Drapeau, tout ce qu'on veut mettre en valeur, ben, Mhm. on l'a en banque. Puis, à un moment donné, où la course est un peu plus calme, quoi, ben, ça nous permet d'offrir ça aux villes, d'offrir cette couverture-là. Puis, c'est l'enjeu, c'est ce qui avait été vendu et c'est ce que le cyclisme peut vendre. C'est que je veux dire, tu regardes le Tour de France, tu as juste envie de partir en France, puis d'aller visiter les châteaux, d'aller voir les villages, d'aller goûter. Bon, voilà quoi. Donc c'est ça. Alors, ça assure des retombées médiatiques qui sont grandes. Puis, bah, au-delà de ces retombées médiatiques, c'est les retombées économiques. C'est qu'on attire Ouais. du tourisme, c'est qu'on fait venir du monde de l'étranger pour avoir des retombées ici. Mais en même temps, de l'autre côté, on fait venir les coureurs ici. Donc, c'est la possibilité pour nous, ici localement, pour tout le monde, d'avoir accès à ces coureurs-là que le reste du temps, on ne voit que à la télé ou non, je dirais sur le web en ce moment, Ouais. parce qu'on souffre un peu, je vais te dire, du peu de vélo qu'il y a à la télé au Canada et on essaye d'en mettre de plus en plus. Alors, comme c'est pas évident. Heureusement, TVA Sport est avec nous depuis un bout de temps. Avant ça, il y avait Évasion. Donc là, on s'est dit, bon, bah, ils ne veulent pas les Grands Prix cyclistes ou les Grands Prix cyclistes, on a du mal à ajouter d'autres épreuves. Bon, on est allé chercher les championnats du monde. Là, on s'assure une couverture média que les diffuseurs vont être là.
Ouais. Mais non, mais c'est vrai, c'est un outil incroyable parce que je me rappelle à Évasion, je trouvais ça fascinant quand j'écoutais le Tour de France parce que dès qu'il y avait un temps mort, il spottait justement un vignoble pas loin qui faisait, par exemple, du vin en amphore comme de façon ancestrale. Puis je trouvais ça tout le temps fascinant de pouvoir découvrir justement de façon très locale, puis souvent de façon plus locale que si tu voyages même, tu sais. Souvent, tu vas aller faire des trucs touristiques, tandis que là, c'était vraiment, tu pouvais pas être plus authentique que ça. Mais tu sais que c'était tout un travail de faire ça, hein, parce que ces capsules-là, elles sont tournées un mois ou un mois et demi avant le Tour de France. Donc, on avait une équipe qui allait en France, parce que je OK. travaillais avec Sébastien sur la diffusion du Tour de France sur Évasion. Donc, on avait une équipe qui partait en France et avec le roadbook du Tour, et tu dis, OK, c'est quoi le parcours de demain? Ah, OK, c'est là. Donc, ben, qu'est-ce qui se passe dans ce village-là? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour aller tourner ces capsules-là? Mais c'est beaucoup de travail, mais le Mhm. résultat est vraiment, juste la diffusion du tour en elle-même, Ouais. je sais que le réalisateur, lui, il travaille 6 mois, hein, à préparer le Tour de France. Ah, c'est fou, je n'étais pas au courant de toute cette portion-là, mais ça m'avait vraiment marqué, puis je ne retrouve pas la qualité. Mettons, on parlait de diffusion web, là, je ne retrouve pas la qualité qu'on avait sur Évasion dans le temps. Fait que, chapeau pour Ouais. ça. Maintenant, parlons de tous les secrets des Grands Prix cyclistes. On pourrait peut-être commencer par les équipes, parce que dans le fond, si j'ai bien compris, les 18 équipes World Tour viennent obligatoirement. Mais il y a plus que 18 équipes. Donc, comment sont choisies les autres équipes? Bon, donc, ouais, les World Teams. World World Teams, pardon. Teams participent aux épreuves World Tour. Donc, 18 équipes World Teams, qui s'appellent les World Teams, qui sont effectivement obligées de participer. Une équipe professionnelle, grosso modo, c'est entre 28 et 35, 36 coureurs. Mhm. Nous, sur les épreuves, il y a 7 coureurs qui participent. Donc, les équipes doivent déjà faire le choix de qui va où. C'est sûr que plus tu es haut dans la hiérarchie et plus tu as éventuellement un peu le choix de dire en début d'année, hey, bah, je voudrais axer ma saison sur telle et telle épreuve, je veux plutôt être sur les grands tours, peut-être Giro, plus Giro et Tour de France, et puis bah non, je ne fais pas la Vuelta, mais je ferais plus préparation de championnat du monde ou d'aller faire les épreuves au Québec. Ça, c'est des discussions qu'il y a en début de saison, en décembre ou en janvier. Donc là, les coureurs, tu as ceux qui peuvent choisir, puis tu as ceux qui ont encore leur croûte à manger, puis Ouais. qui disent, bon, bah, toi, tu vas là, puis tu as les leaders, et après, tu as tu sais, ce qu'on appelle les domestiques, qui est le mot qu'on emploie historique, qui est aujourd'hui peut-être plus le bon terme, mais bon, c'est ça. Et donc, ces 18 équipes-là, il y a des gars qui disent à chaque année, je veux aller au Québec. Tu sais, ils commencent par pointer le Tour de France, puis on n'est pas loin, on est dans les 5, 6 premières épreuves que les gars cochent parce qu'on a une très bonne cote au niveau des équipes et au niveau des coureurs. Bon, tu as ces 18 équipes-là qui se constituent de cette façon-là pour choisir les 7 coureurs. Après, reste que c'est le manager, puis c'est la direction sportive qui a le dernier mot sur qui va où en fonction des enjeux, des formes, des intérêts, tout ça. Après ça, tu as les équipes pro-continentales. Après ça, tu as les équipes continentales. Une épreuve comme nous, World Tour, tu peux avoir des équipes pro-continentales qui sont invitées. Le maximum d'équipes qui peuvent participer à nos épreuves, c'est 25. Ouais, c'est 25. Donc, on a certaines équipes, donc des pro-continentales, des pro-teams. On a certaines équipes qu'on se doit d'inviter. En l'occurrence, nous, c'est les 3 premières du classement de l'année précédente. Donc, 1, 2, 3 au classement, on se doit de les inviter, de leur offrir la possibilité de participer. Donc là, on est à 18 plus 3. Si les 3 acceptent, c'est 21 équipes. Alors, il nous reste de la place. Et il nous reste de la place donc, pour inviter, donc des wildcards. C'est nous qui choisissons quelle équipe on veut prioriser. Nous, depuis quelques années, depuis toujours, en fait, on priorise les équipes nord-américaines. C'est l'occasion que les coureurs ont de se frotter aux équipes World Team. Et puis, on a aussi la possibilité, en tant qu'organisateur, d'inviter l'équipe nationale.
Alors, il y a peu d'épreuves de World Tour qui font ça, et nous, on le fait depuis 2010. Encore là, Serge avait été très précurseur en disant non, on invitera l'équipe nationale. Ça a fait quoi? À part Hugo, tous les gars qui sont dans des équipes World Team, parce que Hugo était dans l'équipe, la première participation qu'il a eue au Grand Prix, c'était Spider Tech. Mhm. C'est ça. Et ensuite, il est passé pro dans une équipe européenne. Mais à part ça, tous les autres, à part aussi Derek J, qui lui est arrivé sur le tard, puis il est arrivé pendant la pandémie. Donc, tous les autres sont passés par l'équipe nationale. Donc, ils ont couru les Grands Prix cyclistes avec le maillot du Canada et ben, ils se sont fait visiblement repérer parce que ben, ils ont été ensuite pris dans des équipes professionnelles. Donc c'est une prérogative ou une opportunité qu'offre l'UCI. Nous, on le fait depuis 2010. Certaines autres épreuves World Tour le font maintenant, mais ne le faisaient pas quand nous, on l'a mis en place. Le Tour de Suisse, j'ai vu, ça fait 2-3 ans que le Tour de Suisse invite l'équipe suisse. Les épreuves en Asie ou en Australie aussi le font. En Europe, on s'entend qu'inviter l'équipe de France quand tu as déjà 46 Français dans le peloton, C'est un peu moins productif. ouais, c'est un peu moins petit. Donc, nous, on le fait et ça complète le peloton. Mais tu vois, bah, cette année, on est quasiment complet et on a des équipes qui nous demandent pour venir. Donc, des équipes Pro Team, deuxième division, et qu'on refuse parce qu'on est complet. Donc, on atteint la limite du nombre de coureurs qu'on peut avoir en course. Ah, c'est fou. Fait que cette année, il va y avoir 25 équipes. Ouais. Eh. J'avais jamais compté le nombre d'équipes, pour être bien honnête. Je suis comme, c'est beaucoup. Ouais, bah ouais, c'est beaucoup. Puis c'est beaucoup de monde à l'hôtel, puis c'est beaucoup de monde en logistique, puis c'est beaucoup de, beaucoup de boulot pour nous parce que on est, tu sais, d'être ces deux épreuves-là en Amérique et on prend en charge tout le monde à Paris, hein. Donc, on a historiquement un, deux ou trois avions qui décollent de Paris le mardi précédant le Grand Prix de Québec. Et toutes les équipes ont rendez-vous à Paris. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'ils ne vivent pas en notre moment. Je Mhm. suis organisateur de quoi? Je vais prendre les Paris-Roubaix parce que je pense que tout le monde connaît Paris-Roubaix ou Strade Bianchi en tout cas, toutes les épreuves World Tour en Mhm. Europe. L'organisateur a une indemnité de participation qu'il verse aux équipes de 8 500 euros par équipe. Une équipe World Team reçoit 8 500 euros pour participer à une épreuve. OK. Donc, moi, je suis organisateur en Europe. Je contacte une équipe World Team et je dis, bon, bah, je vous envoie votre indemnité. Rendez-vous, si la course est dimanche, rendez-vous samedi à la présentation des équipes. Voici la liste des hôtels. Débrouillez-vous. Nous, c'est rendez-vous à Paris. On prend en charge 15 personnes par équipe. On prend en charge 12 à 15 mètres cubes de matériel par équipe. Et on prend en charge tout le monde de Paris à Paris. C'est-à-dire le vol, le cargo, le transport local. Parce qu'une fois que tu es arrivé à l'aéroport, il faut se rendre à l'hôtel. Puis une fois que tu es à l'hôtel, ben, les équipes, il faut leur fournir les voitures, il faut leur fournir la nourriture, il faut leur fournir l'ensemble de ce qu'ils ont besoin. Donc, on a tout ça à prendre à notre charge. Bon, donc ça fait que c'est énorme, mais ça nous a permis aussi d'aller négocier à l'UCI, de dire, hey, nous, on prend tout en charge. Est-ce qu'on pourrait avoir une entente ou mais pas, de ne pas payer deux indemnités parce que c'est deux courses sur le tour. On serait censé leur payer Mhm. deux fois 1500, 8 500 euros par équipe. Donc là, chaque année, avec l'AIGCP, qui est l'Association internationale des groupes cyclistes professionnels, donc ça, quasiment, tu as les 18 World Teams qui sont là-dedans, on signe une entente avec eux de dire, ben, en contrepartie de ce qu'on prend en charge, on ne vous donne pas 100% de vos indemnités et puis il n'y a aucun souci parce qu'ils voient bien que une équipe, une pro team, par exemple, qui n'est pas prise en charge au même niveau que les World Teams, je peux te dire que pour eux c'est plus compliqué parce que
S'ils ne veulent pas le forfait avec l'hôtel, ils doivent trouver leur hôtel eux-mêmes. Tu sais, quand tu es à 6 000 km pour trouver toute cette Mhm. logistique-là. Généralement, la première année, ils essayent de se débrouiller par eux-mêmes. La deuxième année, ils me disent, ouais, ben, fournissez-nous un package, ça va être plus facile, puis on risque de manger à l'heure aussi. Ouais, parce que c'est ça, c'est énormément de logistique. Puis tu sais, pour ceux qui ne le savent pas à la maison, c'est que dans le fond, tout le monde est dans le même hôtel qui est le Delta à Québec et le Delta à Montréal. Ouais, nos 2 hôtels partenaires, ouais. Ouais, Heureusement qu'ils puis sont là d'ailleurs. ouais, puis mais c'est assez hallucinant parce que moi j'ai résidé au Delta, tu sais, avec vous là, 2 ans. Puis tu sais, pour ceux qui écoutent à la maison, c'est que peu importe où tu es dans l'hôtel, il y a des coureurs parce que c'est combien de chambres exactement que vous réservez? 100%. 100%? 100%, on est à entre 350 et 400 chambres. C'est ça. Donc, tout l'hôtel, c'est des coureurs, puis tu croises tout le Ouais. monde qui sont extrêmement sympathiques et accessibles, je dirais. Puis après ça, dans le fond, dans le sous-sol, il y a je pense au Delta Québec, il y a le buffet avec la salle à manger. Puis, dans le fond, chaque équipe a 2 tables, si je me rappelle bien. Ouais, chaque équipe a 2 tables dans la grande salle. Et c'est ça, on est les seules épreuves de l'année où tout le monde est ensemble. Et donc, les équipes adorent ça. Parce que, Mhm. parce que sinon, ben, tu sais, aujourd'hui, c'est chacun dans son hôtel. Les gars arrivent, bang, dans tel hôtel, il y a telle équipe. Des fois, sur le Tour de France, 2 ou 3 équipes dans le même hôtel. Mais bon, tu as la pression. Là, on vit une semaine, chaque année, on vit une semaine tous ensemble. Puis je dis, on le vit parce que nous aussi, tu sais, euh, autant nous, on a hâte de recevoir toute la caravane du World Tour, autant eux ont hâte de nous retrouver chaque année. Et ça, tu sais, on a vraiment construit quelque chose de particulier avec les équipes, avec les coureurs, qui fait que c'est vraiment une belle semaine et c'est loin d'être des vacances. C'est vraiment loin d'être des vacances. Oui, c'est cool. Oui, le rythme est cool pour eux. Ils sont peut-être moins bousculés de bouger d'hôtel en hôtel, mais ils nous le rendent bien le vendredi et le dimanche parce que assez vidés, assez déchirés à la fin Mhm. de la course le vendredi et le dimanche. Et puis, juste un exemple, hein, le dimanche, on a 180 gars au départ. Rares sont les éditions, on a eu plus que 50 gars à l'arrivée. Ah, non, c'est sûr, c'est difficile, mais je pense que c'est quand même. Ouais, ça a l'air très agréable, puis ils ont l'air très heureux, justement. Tu disais de manger à l'heure, de ne pas Ouais, être dans l'autobus. Tu sais, j'en parlais, je pense, avec Benoît Cosnefroy il y a 2 semaines, lors de l'enregistrement du premier podcast. Lui, il disait juste le fait de ne pas avoir à faire 2 heures d'autobus le matin. Tu sais, ils se lèvent, ils font le meeting dans leur chambre, ben, dans une des chambres, puis ils n'ont pas à faire 2 heures d'autobus pour arriver, se stationner, sortir le stock, faire le meeting. Tu sais, comme d'un point de vue non, les gars, logistique. tu sais, le vendredi matin, le départ est à 200 mètres de l'hôtel. Nous, Mhm. on est au village en train de, tu sais, tout setter, tout organiser. OK, c'est parfait, la journée va commencer. Les gars, ils arrivent à vélo, par la rue, tranquille, ils rentrent dans le village VIP, au milieu des invités. Là, les gens sont là le matin. Ah, écoute, les coureurs sont là, ils arrivent, ils vont se prendre un café. Donc, tu te dis, ah, Mhm. c'est relax, mais je relativise toujours. C'est relax jusqu'au moment de la course. Ouais. Et les 200 bandes qui se tapent avec 3000 mètres de dénivelé le vendredi, quasiment 4000, plus de 4000 le dimanche. Non, non, c'est pas facile, mais c'est une proximité qu'on a réussi à construire, que aussi le public, Québec-Montréal, tu sais, on a des gens fervents, mais on a un public qui est super respectueux. Tu sais, on a 200 000 personnes qui sont là chaque année, grosso modo, en moyenne, entre Québec et Montréal. C'est, c'est, c'est vraiment une semaine de partage, mais de partage à tous les niveaux, même avec les médias. Il n'y a pas de frénésie, il y a pas de, mais ça reste que c'est des grandes courses, quoi. C'est des grandes courses Ouais. avec des grands coureurs, avec ben, ouais, des champions, les grands champions qui sont là. Puis c'est vraiment un moment particulier de l'année que nous, on attend et qu'on espère que tout le monde attend aussi fébrilement à la maison. Ouais, mais je pense qu'il y a de plus en plus cette excitation-là, tu sais, de la part des cyclosportifs, justement, de pouvoir rencontrer. Je pense que aussi les gens découvrent la proximité avec les coureurs. Tu sais, je pense juste le samedi, les gens vont faire la boucle sur le Mont-Royal, puis ils croisent des coureurs, sont extrêmement contents, ou que ce soit le mercredi, les gens de Québec, il y en a beaucoup qui vont faire le tour de l'île d'Orléans pour essayer de croiser des coureurs. Puis une chose qui est impressionnante, tu sais, c'est à quel point.
les coureurs sont juste contents d'être croisés par des fans. Tu sais, on verrait pas ça au hockey où tu sais, on dirait que c'est un. Les gens qui attendent à la sortie au hockey, les joueurs n'ont pas l'air si contents que ça de les rencontrer, Non, mais mais puis, les cyclistes, ils ont l'air vraiment heureux d'être. tu peux pas embarquer sur la glace en même temps que les Canadiens sont sur la glace. Là, tu peux En effet. embarquer sur le circuit du Mont-Royal le samedi avec les gars qui vont faire la course le lendemain. Donc, cette proximité-là, elle a toujours existé. Le cyclisme est un des sports gratuits, professionnels, Mhm. gratuits, accessibles à tous. Je parlais des Jeux Olympiques, là. Les, Jeux, les épreuves de Jeux Olympiques gratuites, le marathon, le vélo, puis Mhm. il n'y en a pas beaucoup d'autres. Toi, Ouais. on a cette chance-là et pour nous, c'est super important. C'est ce qu'on défend auprès de nos partenaires publics qui financent parce que ces événements-là, tu n'as pas de billetterie. Donc, sans financement public, ce serait plus que compliqué. Mais voilà, de pouvoir, tu es une grande ville, pouvoir dire, hey, un événement avec les champions, les meilleurs du monde, c'est gratuit, c'est accessible, vous pouvez Ouais. les voir, vous pouvez même quasiment rouler avec eux la veille. Pas longtemps, hein, à mon avis. Il n'y a pas grand Ouais. monde qui s'accroche longtemps. Ah, mais ils sont pas en mode race à ce moment-là la veille, mais effectivement, ça reste quand même piquant les suivre. Ils montent relax dans la marge de la plupart des PR des gens, là. Ils montent en 7 minutes, 6 minutes, relax, très très relax, alors qu'il y en a beaucoup pour qui c'est leur record. Ouais, ils montent en te parlant, c'est juste ça. Mais toi, tu peux Ouais. pas parler quand tu montes à côté d'eux. C'est drôle parce que tu parlais de la proximité puis des meilleurs au monde, puis je viens de me rappeler d'une anecdote avec Wood Van Aert en 2022. Euh, Moi, je suis pas très réveillé le matin, puis on était dans le fond, tu sais, pour ceux qui n'ont jamais été, donc la majorité des auditeurs, la table des buffets est séparée en deux, puis il y a comme deux files, donc une de chaque bord de la table, puis on arrive, je viens pour prendre des œufs brouillés, puis là, je mets la main sur la spatule, mais il y avait déjà une main dessus pour dire comment je suis pas réveillé. Puis c'était la main de Wood Van Aert. Puis là, je la retire, tu sais, en me disant, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il me regarde avec le plus grand sourire du monde, puis il me sort la même portion d'œufs, d'œufs brouillés qui s'est servi. Ça devait être l'équivalent de 8 œufs brouillés, là. C'était T'as passé gigantesque. 3 jours à manger ça? Lui, il était tout content, il était comme bon appétit. Puis là, j'étais comme, oh, c'est spécial, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'arrive à la table, puis là, le monde n'en revenait pas parce qu'il était comme, tu t'es fait servir des œufs brouillés par Wood Van Aert. Ouais, ouais. Puis tu sais, ces gars-là, ils arrivent ici et ils sont aussi, tu sais, c'est assez agréable pour eux parce que de plus en plus, quand même, tout ce qui est Belgique, Pays-Bas, France, Italie, tu sais, le star system, il arrive un peu. Puis ces gars-là, aujourd'hui, ils sont rendus quand même, tu sais, Wout Mhm. van Aert, l'initiateur avec, c'est un des premiers coureurs qui a eu le contrat avec Red Bull, tu sais, lui, quand même, les gars commencent à se protéger un peu en Europe. Mais ici, ils sont super décontractés jusqu'à Ouais. vendredi matin, 11 heures. Ouais. Quand le gun passe, c'est une autre. Ouais, ah ouais. Euh, Dans le fond, on a parlé de plusieurs questions. OK, ouais, j'en aurais une bonne. On a parlé, tu sais, du nombre de mètres cubes qui est transporté par les équipes, mais qu'est-ce que les équipes emportent? Est-ce qu'on a une idée de la Ouais. quantité de matériel que chaque équipe emporte? 2 vélos par coureur, maximum de 2 vélos par coureur. Parce que nous, en fait, on leur demande, ouais, c'est ça, maximum 12 mètres cubes par équipe, c'est ce qu'on prend en charge. Une équipe qui voudrait en amener plus, ils devraient prendre en charge leur volume parce que pour nous, cumuler, c'est beaucoup. Donc c'est ça, 2 vélos par coureur, un peu de tout ce qui est équipement, tout ce qui est équipement mécanique déjà, tout ce qu'ils ont besoin, des bidons, énormément de bidons. Il y a 2 ans, il avait fait super chaud. Chaque équipe a passé peut-être 200 bidons dans la semaine. Bidon, c'est pas lourd, mais c'est du volume. Mhm. C'est beaucoup de volume. Donc tout ce qui est mécanique, produits d'entretien. Alors, faut savoir qu'on a cette chance avec Industrie Canada, tu sais, qui est quand même très, très, très vigilant sur ce qui rentre. Moi, par exemple, pendant 4 ans, j'allais, quand l'avion atterrissait et qu'on avait le matériel qui était dedans, j'étais sur le tarmac avec les douanes et les caisses sortaient.
Et les douaniers, ils scannaient. Il y avait un scan qui était amené. Ils scannaient tout de suite. Et des fois, ils disaient, ah, OK, on faut ouvrir cette boîte-là. Donc là, j'appelais une équipe en disant, hey, il faut qu'on ouvre votre boîte. C'est quoi le code du cadenas? Tac, tac, tac. On ouvrait. Les gars regardaient. Et souvent, c'était du lubrifiant ou c'était des produits Mhm. liquides que les douanes voulaient regarder. Mais voilà, on n'a jamais eu d'ennui avec ça. Mais c'est rare d'être sur un tarmac d'un aéroport international, de pouvoir être autorisé à être là. Donc tu as tout ce qui est mécanique pour le vélo, massage, table de massage. Mhm. Puis là, ben, l'importance de la préparation physique, les gars sont quand même très, très pointus. Puis aujourd'hui, super suivis, donc c'est très précis. Depuis 2 ans, il y a des équipes qui commençaient à arriver avec 3 tables de massage, qui disaient, ah, même s'il y a de la place, on en prendrait 4. OK, ben, coupez autre chose parce que sinon, Mhm. vous dépassez. Et en fait, depuis 2 ans, on a un petit partenariat avec le Comité olympique canadien qui a soixantaine de tables de massage à Montréal. Et en fait, ils nous prêtent ces tables-là qu'on prête aux équipes. Ça fait qu'on a gagné pas mal de volume parce qu'une table, c'est gros et c'est lourd aussi. Donc, on a gagné un peu de volume avec ça. Ça a été remplacé par autre chose. Ils amènent aussi un peu de bouffe, des confitures, des produits énergétiques, mais il y a aussi tout ce qui est petit déjeuner. Ils sont c'est assez précis sur le petit déjeuner avant le vendredi, avant le dimanche, hein, parce que vendredi matin et dimanche matin, ouais, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. c'est des œufs brouillés pour 4 personnes et c'est des féculents. Puis ça dépend encore des coureurs. Je ne sais pas si tu en as parlé avec Antoine là, il y a quelques jours, mais Antoine, lui, il était différent. Son assiette au petit déjeuner, c'était bien moins rempli, mais par contre, il mangeait toute la journée. Mais tu Mhm. as par contre des coureurs qui mangent beaucoup le matin, puis qui mangent moins pendant la course. Mais bon, quand tu vois le nombre de calories qu'ils dépensent par jour, c'est énorme. Donc voilà, de la bouffe aussi, un peu. Puis après ça, je n'ai pas trop vu d'autres choses qui arrivaient. Mhm. Bah, les systèmes de radio, communication, mais ça, on est dans la gestion de la course. On a des équipes qui amènent des fois des t-shirts pour offrir aux spectateurs. Tu sais, on a ce qu'on appelle les puits, là, ou Oui. les équipes qui sont installées là. Ça, c'est la particularité d'avoir des épreuves en circuit, donc un peu type championnat du monde aux Jeux Olympiques. Donc, on a les espaces mécanos qui sont sur le parcours où, à chaque tour, les gars peuvent se ravitailler. Bah, là-dessus, il y a des équipes qui jouent le jeu depuis 3-4 ans et puis qui amènent des petites casquettes, des t-shirts ou des cadeaux pour offrir aux spectateurs qui sont là. Donc voilà, Ouais. ça fait un peu le tour de ce que les équipes amènent. Et puis après ça, on amène aussi, nous, au niveau organisation, on amène du matériel. Parce que je te disais tout à l'heure, une course cycliste, c'est capté avec des motos et des hélicos. Mais ce n'est pas une moto que tu prends ici et que tu peux aller rouler sur un circuit, euh, grosso modo entre 40 et 45 de moyenne sur les 5 heures. Mais Mhm. c'est des motos qui doivent fournir de l'énergie à la caméra, fournir de l'énergie à tous les capteurs qu'il y a sur la moto et tout ce qui est transmission, parce que toutes les images sont transmises. Donc, au niveau énergie, tu sais, c'est des motos qui sont préparées juste pour faire ça, même si généralement c'est des BMW, des RT ou des choses comme ce modèle de moto-là. Ben, elles sont équipées pour ça. On n'en a pas ici. Puis on va essayer de regarder, est-ce que ça vaudrait le coup d'en avoir? Ben non, il n'y a pas d'autres courses qui sont diffusées, Mhm. pas trop, ou qui sont captées, on va dire. Donc on fait venir les motos de France, la société qui fait le Tour de France et qui fait la majorité des courses. Puis ben, tant qu'à faire venir les motos, on fait venir les pilotes et les caméramans parce que ben ils travaillent ensemble avec les coureurs, hein, ils travaillent toute l'année. Ouais. Donc les pilotes savent exactement où ils peuvent se placer dans le peloton, quand est-ce qu'ils doivent se positionner ou où ils doivent se positionner. Donc, et même si on forme des motards locaux, donc on a des gars Mhm. d'une association de motards ici, chaque année, il y en a un qui a la chance de pouvoir piloter une de ces motos. Mais ils nous disent, tu sais, ils font 2 tours et ils disent, c'est bon, j'arrête, quoi, je suis rincé. Donc eux, en 2 tours, alors que tu as les gars qui tournent toute l'année, et eux, bah, c'est leur métier, hein. Donc, c'est c'est une compétence qu'on va chercher en Europe et qu'on fait venir. Donc, 4 motos aussi dans l'avion.
Mais c'est vrai que tu sais, les motos, j'avais pas pensé que. Moi, j'ai déjà fait un tour de moto, Grand Prix cycliste. Puis Et filmer. t'es sur une liste très mince, je peux te dire. Il n'y a pas grand monde qui Ah fait des ouais? tours de moto hein, au Grand Prix. Ben, j'ai eu cette chance-là, puis filmer et prendre des photos sur une moto, pas évident. Fait que j'imagine juste que, tu sais, le caméraman, que c'est sa première fois, parce que, tu sais, les gens s'imaginent pas, mais ça louvoie un peu plus, ça se promène, c'est très malléable versus une caméra qui est fixe ou caméra sur trépied. Fait que, tu sais, je peux, maintenant que tu en parles, je trouve que ça fait énormément de sens par rapport à mon expérience, parce que moi, on n'a jamais vu le contenu de quand j'étais sur la moto, puis c'est parce qu'il n'y a rien de bon qui en est sorti. Ouais. Ah non, ben, je te dis, hein, c'est un métier aussi. Et ça, c'est sûr, quand tu regardes la course, tu t'en rends pas compte, mais nous, on le voit, ça. On voit, tu sais, moi, je Mhm. suis capable de voir la différence. Quand je vois une image d'une course en Europe, en 10 secondes, je suis capable de voir qui est derrière la caméra, quelle société est en train de faire la production, parce qu'on a aussi, tu sais, nous, on maîtrise l'événement à 300, tu sais, on maîtrise tout, 360 Mhm. degrés. C'est nous qui organisons, c'est nous qui finançons, c'est nous qui on s'occupe de toute la logistique, on est en contact avec les équipes bien avant le Tour de France, parce que la logistique, là, elle est déjà pas mal calée pour ce qui se passe dans moins, tu sais, ils arrivent dans un mois, là. Donc, on est pas mal calé là-dessus. Donc, et la production télé et les parcours, s'assurer que les parcours soient le meilleur état possible et tout ça. On le maîtrise, notre événement, vraiment, vraiment de bout en bout, et ça fait qu'on est capable de voir sur d'autres événements, d'autres organisations, on sait qui c'est, on sait qui travaille, puis tu sais, on a le détail, le point du Mhm. détail de dire, ah, tiens, ça, on voit derrière quelles sont les difficultés, puis ça, comme je te disais, hein, l'UCI nous met pas mal en avant pour les organisateurs européens. Tu sais, le vélo, c'est quand même une discipline historique en Europe, mais il y a énormément de courses qui sont là depuis longtemps, longtemps, qui ont eu, il y a depuis 25 ou 30 ans, qui ont un statut, qui se sont retrouvés dans le World Tour, mais qui n'ont pas la qualité d'organisation. Donc, qu'on a nous, que le Tour de France a, puis je veux dire, le Tour de France reste au-dessus, c'est 22 Mhm. jours de faire ce qu'ils font, 3000, sécuriser 3500 km de route, les moyens qu'il y a derrière ça, on ne peut pas imaginer ce qu'il y a. Mais admettons, donc nous, on est quand même situé dans peut-être les 5 ou 6 épreuves références au niveau du World Tour. La différence aujourd'hui, juste dans le World Tour, c'est un impact sur la sécurité. Euh, tu sais, je ne sais pas si tu voulais aller là, mais je peux parler un peu de sécurité, Ouais. ne serait-ce que la sécurité des coureurs. Moi, depuis 3 ans, je suis dans un comité à l'UCI où on réfléchit un petit peu à ça, mais juste côté organisateur. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Mais aujourd'hui, on a atteint nos limites. On ne peut pas aller plus loin dans la sécurisation des parcours. L'enjeu aujourd'hui, il est sur, puis les gars nous le disent, hein, j'en discute souvent euh, régulièrement avec Hugo, par exemple. Tu sais, il dit ça va de plus en plus vite. Aujourd'hui, les courses, elles se gagnent dans les descentes. Au Pays Basque, là, quand ils sont pété la gueule dans la descente Mhm. parce qu'il y avait une équipe qui était en train d'essayer de faire casser le peloton pour dire ben, on peut plus dans les montées, les leaders sont tous au même niveau, quasiment, on va dire. On vient de voir que non. Mais la course se joue maintenant dans les descentes. Ouais, mais dans la descente, tu n'as pas plus de protection sur les épaules, tu n'as pas plus de protection sur ton corps. Et puis, les vélos sont de plus en plus rapides. La technologie fait que ils sont toujours à la limite. Donc, nous, à notre niveau, avec les organisateurs, on réfléchit à cette sécurité-là. Puis, tu sais, j'amène le point, je dis, mais on prend 10 épreuves au hasard dans les épreuves World Tour, on n'a pas la même façon de signaler les dangers. Les gars, ils arrivent à 60 à l'heure dans un virage. Quand ils sont en Pologne, le gars qui siffle pour dire c'est un virage à droite, il va siffler d'une façon, il va agiter son drapeau d'une façon. Là, il arrive ici, ça va siffler d'une autre façon. Et donc, la prise d'information quand tu es à 60 à l'heure, c'est un terre-plein central, c'est un virage à gauche, tu sais, tu es dans le peloton, tu ne vois pas ce qui se passe Mhm. devant. Tu sais, est-ce qu'on ne peut pas uniformiser ça pour dire que quelle que soit l'épreuve World Tour, ben, tu sais que tel signal sonore, tel signal visuel, c'est un virage à gauche, c'est un terre-plein central, c'est tel outil.
Mais ça, c'est compliqué parce que autant nous, tu vois, c'est Safety Sign, une petite société. C'est un gars des Pays-Bas qui a mis ça en place. C'est super, on voit ça depuis 3-4 ans en Europe, mais tout le monde ne peut pas se payer ça. Et nous, on l'a contacté, on a dit, ça devient une référence. Mais là, c'est à l'UCI de prendre position en disant, que l'UCI impose ça en disant, au moins sur toutes les épreuves World Tour, tous les terre-pleins sont signalés de la même façon, tous les virages dangereux sont signalés de la même façon. Mais ça, c'est pas évident. Donc, nous, on a eu la chance, avec cette petite société-là, l'année dernière, on a dit, peux-tu venir? Puis, on a trouvé un deal avec lui pour pas qu'il nous fasse payer 100% de ce que ça valait. Mais au moins, on a ça. Donc, moi, je travaille dans ce sens-là, vraiment au niveau de la sécurité des coureurs. Après, au-delà de la course, tu as toute la sécurité autour de la course. Il n'y a pas de barrière sur 12 km de parcours. Donc, on a ça aussi à prendre en compte à notre niveau, en plus des coureurs. Mais puis je prends souvent l'exemple, tu sais, en Formule 1, quel que soit le circuit, les virages sont signalés de la même façon. C'est les mêmes informations qui reviennent. Alors, ouais, en Formule 1, tu as un dixième ou 2 dixièmes pour les gars pour prendre leurs décisions. Nous, ça va de plus en plus vite. Les gars vont de plus en plus vite. Ils ont de moins en moins de temps pour prendre la décision. Donc, essayons de travailler pour leur donner une information qu'ils reconnaissent et leur faire gagner du temps dans leur prise de décision. Ça, c'est vraiment un travail de longue haleine parce que c'est 35 organisateurs différents avec différents niveaux d'implication. Tu sais, tu as des épreuves World Tour qui sont organisées par des bénévoles. Ouais, ça existe. OK. Ouais, c'est sûr que dans ce temps-là, j'imagine que c'est un peu plus compliqué pour C'est justement ça. tout ce qui est santé et sécurité versus des professionnels qui sont là à l'année avec leur bagage. Puis, mais est-ce qu'on est avantagé, nous, du fait qu'on a des rues plus larges en Amérique du Nord? Ça fait plus d'asphalte à mettre. Ah, ouais, il y a ça. J'aurais peut-être pas dit de même, mais... mais non, en effet, en effet. Ouais, c'est sûr, si on regarde les épreuves en Belgique aujourd'hui, tu sais, et là, j'en reviens encore sur la sécurité. Depuis 3-4 ans, en Belgique, les petits monts, là, les petits monts qui montent, les voitures, les motos ne passent plus là. Donc, en bas du mont, les coureurs partent à droite, toutes les voitures vont tout droit et reprennent un peu plus haut ou reprennent un peu plus loin. Donc ça, c'est une limite, mais je veux dire, c'est la tradition des courses belges et c'est aussi ce qui fait la beauté du sport. Euh, Nous, on a des routes larges, ouais, on a des routes larges, ouais. On a les hivers qui sont compliqués en termes d'entretien de la voirie et de l'asphalte. Puis ça, on revient tous les ans. Ouais. Ça va arriver là. D'ici une semaine ou deux, on va commencer à avoir des gens sur les réseaux sociaux ou même sur des réseaux sociaux un peu plus publics qui disent ouais, ça n'a pas d'allure, je suis allé sur Caminiaoud, de l'asphalte n'est pas bon. Je relativise toujours. Nous, 300, toute l'année, toute l'année. Quand on roule sur Caminiaoud, par exemple, puis je prends ça, mais c'est un exemple, on roule sur 4 pieds à droite. Le peloton, il roule au milieu, Caminiaoud. Tu sais, si tu as la chance d'aller un dimanche matin dans les cyclovias, de rouler quand c'est fermé la circulation et quand on roule au milieu, c'est pas un enjeu pour nous, pour le peloton, c'est pas un enjeu l'état de Caminiaoud parce que c'est vraiment les côtés qui sont en piteux état, plus en piteux et compliqué pour la ville à travailler. Et puis, je te garantis que de aujourd'hui au samedi 14, par exemple, la ville de Montréal et les services techniques de la ville de Montréal sont mobilisés sur la préparation des 12 km du parcours à Montréal, puis la même chose à Québec. C'est hallucinant les ressources qui sont mises là par la ville. Après, c'est sûr que ils ne peuvent pas le faire ça un mois ou 2 mois avant. On a des orages, on a ci, on a ça, et ça ne tient pas forcément. Puis bon, après, tu as le projet de la montagne qui s'en vient avec tout ce qui va être fait. Alors, la ville nous a garanti que les travaux vont commencer en octobre 2026 sur Caminiaoud.
Phew. C'est pas mal le lendemain des mondiaux, ça. C'est le lendemain des mondiaux, ouais. Mais donc voilà, pour venir à ta question, ouais, les routes sont larges. Ça nous permet d'être un peu plus serein en termes de gestion tu sais, du peloton qui va vite à certains endroits. Mais reste qu'il faut être vigilant, il faut toujours être attentif. Moi, le chemin de la rampe me fait peur, mais chaque année, au mois de juillet, au mois d'août, puis là, peut-être dans les prochains jours, vous allez voir s'il y a deux, trois gars du peloton, les Québécois, quand ils sont là, je leur demande toujours d'aller faire un tour, d'aller tu sais, d'aller faire le parcours, puis me dire s'il y a quelque chose qui s'est passé, même si bon, on est capable d'aller voir, mais moi, je n'ai pas été coureur pro, donc je n'ai pas pas leur vision. Je connais pas mal, je sais où ça passe pas, mais tu sais, ils vont voir, puis ils nous disent, ouais, à tel endroit, il y a un trou qu'il n'y avait pas l'année dernière, puis c'est dans la trajectoire. Puis maintenant, Antoine, qui est avec nous, tu Mhm. sais, l'année dernière, il a fait le tour du circuit et il a dit, mais non, ce trou-là, oubliez-le, jamais, jamais on passe là, et il n'est pas dans la ligne de course. Par contre, un autre endroit où à Québec, je me souviens, c'était à Québec, sur des remparts, il a dit, ben non, là, on ne peut pas laisser ça. Alors que les gars disaient, bah, non, ça, c'est bon, pas besoin de le boucher. Oh, oui, non, ça, il faut le boucher parce qu'on passe là. Parce que... Donc, ça, c'est un travail qu'on fait là, en ce moment et dans les prochaines semaines pour Mhm. s'assurer d'être le plus sécure possible. Mais après la course, c'est la course, quoi. Ouais. Mais, ouais, non, mais dans le fond, je pense que la plupart des critiques en plus par rapport à Camille Hood, c'est des gens qui descendent de Mont-Royal pour se donner un swing pour remonter. Puis, dans le fond, les coureurs passent pas du tout par là. Mais c'est vrai que ce bout-là est en piteux état, mais. C'est de la triche. C'est de la triche. La borne, là, la borne Strava, faut qu'on la déplace de 50 mètres, que tout le monde ait perdu son élan avant que le chrono déclenche. Mais. Ouais, non, ça serait pas le fun, ça. Euh, OK. Dans le fond, j'avais deux dernières questions. Est-ce qu'il y a des nouveautés attendues en 2024 au Grand Prix cycliste? Oui, oui, il y en a. Québec, Québec un peu, non, pas de nouveauté à Québec cette année, mais une à Montréal, mais à Québec l'année prochaine, assurément. Puis OK. je ne peux pas te dire plus, mais assurément, une nouveauté à Québec l'année prochaine. Cette année, c'est Montréal. Il y a des gros travaux qui sont sur le point de commencer, ou même, je pense, qui ont déjà commencé au parc OK. Jeanne-Mance. Alors, c'est pas des nouveautés sportives. Tu sais, la course va rester la OK. course. On a un tour de moins à Montréal cette année. OK. L'enchaînement, les Jeux Olympiques ont fait que le calendrier est condensé. Il y a beaucoup plus de courses au mois d'août et au mois de septembre. Et donc là, on a un enjeu sur le retour en Europe parce que les gars ont le Tour du Luxembourg qui commence le mercredi. Donc, OK. on a dû raccourcir d'un tour Montréal pour que certains coureurs puissent rentrer le dimanche soir. Mais encore OK. là, ça ne changera pas la course. C'est pas ni les deux premiers tours, ni les trois derniers tours qui vont être, qui vont être enlevés. C'est un tour du milieu Ouais. où l'échappée à 6 minutes au tour 10, au tour 8, puis à la 7 minutes 12 ou 5 minutes 20. Enfin, en tout cas, voilà. Les gars nous ont dit que ça va pas changer la course, ça va pas, ça ne change pas en enlevant 12 km. Ça va juste aller plus vite finalement. Mais nouveauté, oui, sur le village VIP ou le village, la partie hospitalité va changer de côté, va être du côté de la montagne. Donc là, on est plus en logistique. Et puis, on travaille à pouvoir ouvrir le terre-plein central au public. Donc, OK. le terre-plein central à Montréal, là, qui est juste avant l'arrivée, où quand Ouais. si tu regardes l'arche d'arrivée, donc on avait le public qui était tout à gauche, puis au milieu, on a le terre-plein qu'on ne pouvait pas utiliser. Ben là, cette année, on va faire rentrer 200 personnes dans les 50 derniers mètres, juste avant l'arrivée. Donc, OK. on a l'espace sprint, je crois. Puis ça, Et c'est des gens qui vont être dans le VIP qui vont pouvoir aller là ou non, c'est. c'est des jeunes, alors je ne sais pas s'ils sont déjà au courant, mais ils vont l'être là. Donc, c'est les jeunes de la FQSC, donc tous les jeunes qui participent à la Coupe du Québec. Ça va être des gens, ça va être un concours, puis il y aura quelques places à vendre, mais vraiment pas beaucoup parce qu'on s'est limité à 200 personnes.
Mhm. C'est de la loge premium pour assister à l'arrivée. Et puis, l'accès va être 2 tours avant la fin. OK. Ça va être Ouais, vraiment cool pour les jeunes, en effet. ouais, ça va être vraiment chouette, ouais, vraiment chouette. Très nice. Puis, l'autre chose que je voulais savoir avant qu'on se quitte, c'est en date d'aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà des têtes d'affiches qui ont confirmé ou c'est encore trop tôt? Alors, réglementairement, statutairement, les équipes nous fournissent la liste des partants, c'est 24 heures avant, et la liste des engagés, c'est 48 heures avant. Nous, on a l'avantage qu'une fois que l'avion décolle à Paris, on sait qui va être là, Ouais. grosso modo, mais ça, c'est 3 jours avant. Aujourd'hui, on a les potentiels. Tu vas sur un site internet, tu vois qui est-ce qui va là. On sait que, je te dis, on a 2, je pense, voire 3 maillots du Tour de France qui vont être là, 4 vainqueurs d'étape, mais je ne veux pas donner de nom, je vais vous laisser aller regarder. Ça donne une bonne idée, pareil, mais en effet, tant que, Il n'y a parce pas que, 8 maillots sur le Tour de France. tant que la porte de l'avion n'est pas fermée, on ne sait pas Ouais. encore c'est qui va arriver de l'autre côté Et de l'océan, mais il y a encore 4 courses avant nous. Il y a la Vuelta qui va commencer dans un peu plus d'une semaine, dans 10 jours. Puis il y a encore 4 courses. Alors, il y a les intentions, les gars qui veulent être forts au championnat du monde. Ils ont coché Québec et Montréal, comme à chaque année. Voyons voir. ça s'annonce excitant tout ça. Oh que oui. Bon, ben parfait. Ben, je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis on se voit les 13 et 15 septembre prochains. Eh, mon Dieu, c'est passé super vite. J'espère qu'à la maison, ça a été aussi intéressant que pour nous deux. Ben oui, en effet, parce que d'habitude, je vise une demi-heure, puis là, on est rendu à 1 heure. Donc, c'est très bon signe. En général, quand ça s'étire, c'est bon signe, puis les gens apprécient quand c'est long. Donc, on a bien fait ça. Ben, c'est cool, c'est cool. C'était très chouette. À bientôt. Bref, merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Joseph d'avoir accepté mon invitation. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast. Les épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts et bien d'autres plateformes. Enfin, les Grands Prix cyclistes aimeraient en profiter pour remercier les partenaires qui rendent l'événement possible. Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, la Ville de Montréal, Québécois, Écoy et Tudor. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci.